qui va être fort intéressant. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'une collaboration qui existe depuis des années entre différents partis de chaque côté de la frontière. Ici, nous sommes dans une zone frontalière au Pays Basque, le Pays Basque, mais aussi l'ensemble des Pyrénées. Et de chaque côté de la frontière, que ce soit en Espagne ou en France, nous avons développé des partenariats. Et c'est l'histoire d'un partenariat qui existe depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, que l'on va vous raconter aujourd'hui. Et pour ça, je vais laisser la parole à Irénée, qui se charge, en tant que représentante du chef de file du projet, de présenter globalement notre nouveau projet de prévention transfrontalier. Irénée, à toi. Merci. Merci. Et voilà, donc moi je vais présenter au global un peu le projet, l'histoire qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait les passés et où on y va, les futurs. Et pour commencer, je vais mettre ça comme ça. Ah oui. D'accord. Merci. Voilà. Nous sommes un réseau de travaux transfrontaliers, comme Cyril a dit, pour l'échange des connaissances et les bonnes pratiques en matière de prévention d'usage des drogues. Et on va travailler pendant les périodes, on est en train de travailler 2018-2020, mais ce projet concrètement a commencé depuis 2015. Voilà. Les partenaires, on est le gouvernement de La Rioja, le gouvernement d'Aragon, des régions en Espagne, l'association AMPA, d'ici de France, à Saint-Gaudens-et-Foix, et l'association BICIA à Bayonne. Les projets, ça a commencé comme tous les projets parce qu'il y a une problématique commune et dans notre particularité, c'est que le problème plus grand, c'est la normalisation de l'usage récréatif de l'alcool, surtout parmi les jeunes entre 14 et 18 ans, et l'âge d'initiation et les contextes, mais aussi les modèles de bouffe, comme on appelle en anglais binge drinking, qui provoque une augmentation d'intoxication éthylique. Et voilà. Ça, c'est les problèmes qu'on a trouvés dans notre territoire et pourquoi on a mis ce projet en marche. Et les territoires de Poctefa, avec nous sommes, oui, avec nous avons la financiation. C'est parti de la France, Andorra et aussi en Espagne, comme Cyril nous a raconté. Le budget du projet, c'est, comme vous pouvez voir, 1 140 607 €. C'est pour tous les 4 partenaires qu'on travaille. Et pour les années qu'on va travailler. Mais les budgets, la financiation qu'on a de l'Europe, c'est les 65%. Le reste des financements, c'est propre des entités participantes, comme je vous ai dit, des organisations non gouvernementales et des administrations publiques d'Espagne. L'objectif, je crois que vous imaginez, mais pour concréter, c'est développer un réseau de coopération transfrontalière dans le domaine de la prévention de l'usage des drogues et la promotion des modèles de vie sains, promouvant l'inclusion sociale de la population jeune, plus vulnérable du territoire transfrontalier.
Et c'est pour ça qu'on a développé des méthodologies de travail conjointes pour l'intervention dans les 4 environnements. On travaille surtout dans les environnements de l'enseignement, de la vie nocturne et des sports d'hiver, des stations de ski. On travaille dans 3 axes d'action et avec des professionnels qui travaillent à côté des jeunes qui puissent agir comme médiateurs. Et on travaille aussi avec les nouvelles technologies. Par exemple, cette semaine, on a été à Saragosse et il y avait un concours de APP, de prévention des risques et d'addiction aussi. Et voilà, 44 expériences ont été mises au concours. Et c'est une des choses qu'on fait avec les nouvelles technologies. Et après, on fait des expériences pilotes tous ensemble, tous les 4 partenaires, et dans des différents contextes de l'éducation, avec centres éducatifs, universités, maisons de jeunes, fédérations sportives, dans la vie nocturne, des festivals de musique, fêtes universitaires, et dans les stations de ski. Comment on fait nous? C'est tout simplement l'idée de faire donner des formations aux professionnels qui travaillent avec les jeunes. Et comme ça, après, eux-mêmes font des formations avec les jeunes qui seront les médiateurs et qui, d'une manière naturelle, vont faire un rôle préventif après avec leur père. Et pour avoir l'habilité d'argumenter ses décisions, etc. Et les passés de projet, Cyril nous a raconté un peu, mais ça vient depuis 2015 que tous les 4, AMPA, Vicia et le gouvernement de La Rioja et le gouvernement d'Aragon, on a eu des réunions pour faire les projets ensemble. Et depuis 2018, ça a commencé avec tous les process qu'on devrait faire. Et le passé aussi, c'est que ce n'est pas le premier projet transfrontalier. On a eu le précédent de DroneNet et DroneNet 2, dont l'objectif était de développer, tester et diffuser de nouveaux services d'information pour la prévention et réduction des risques à travers de la nouvelle technologie. Et aussi, on travaille avec des synergies avec les projets en cours de Copolad 2, que c'est un programme de coopération entre l'Amérique latine et l'Union européenne, qui s'est lancé dans 2011. Le futur, c'est qu'après ces projets, les partenaires, on va faire la stratégie 2020-2023 pour la prévention des addictions et des risques associés, comme la sexualité. Et comment on va faire ça? On va prendre le diagnostic initial qu'on a et vous pouvez trouver sur la page, sur le site web, et le diagnostic final pour aussi comparer avec les méthodologies qu'on a fait et développer la stratégie pour connaître si on peut le diffuser par toute l'Europe ou par des autres territoires. Continuer avec ces projets-là. Je vais vous exprimer un peu, parce que comme vous voulez, vous pouvez voir, on est dans la table, Laurence et moi, Cyril qui après va monter ici.
Mais Carmen ne peut pas être là parce que pour des problèmes personnels. Donc moi, je vais faire sa partie d'expérience dans l'éducation, une partie d'exemple pour vous, pour connaître qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de le milieu éducatif. Donc, le lieu où on travaille, c'est le centre éducatif et l'université, mais pas seulement l'éducation réglementée, parce que c'est les plus commun, c'est où dans les projets, c'est plus commun qu'ils se font. Donc, on travaille aussi dans une maison de jeunes, vous l'appelez association, non, centre social ou... Maison des jeunes de la culture. D'accord. Fédération sportive, école de musique, école de loisirs, etc. De tous les lieux où on trouve que ça se passe l'éducation, même si c'est réglé ou pas réglé. Ça, c'est une expérience, je vais dire quelques exemples d'expériences qu'on a eues. Et ça, c'est une expérience à l'université de La Rioja. Et on a fait avec le professeur un atelier de sensibilisation d'alcool parce que c'est prouvé que dans les milieux universitaires, il y a beaucoup de consommation d'alcool. C'est vraiment normalisé. Et surtout, le problème, c'est qu'il y a des alcoolologies dans beaucoup d'élèves. Donc, on a fait des ateliers avec des professeurs. On a travaillé pendant des journées sur les mythes autour d'alcool. On a fait groupe de discussion. On a fait aussi des expériences dans la classe avec les enfants, pas les enfants, les universitaires, les élèves. Et voilà, on va la répéter pour cette année. Après, un autre lieu où on trouve que c'est vraiment important de travailler, c'est avec les associations qui travaillent avec les handicapés intellectuels, en particulier pour les personnes ayant une déficience intellectuelle limite ou légère, et qui ont des consommations de risques et qui on trouve que c'est une population avec beaucoup de risques pour pas avoir la capacité de dire non, comment on pourrait argumenter pourquoi on dit non. Donc on a travaillé avec la fédération de notre région. Et tous les techniques, l'éducateur, le psychologue, tous les travailleurs qui travaillent là-bas. Et on a fait un colloque sur quel est le problème à vérité que la société ne connaît pas et comment on peut les dire des outils pour travailler avec les personnes déficientes intellectuelles. Et une autre association qu'on trouve au moins là-bas, c'est international, mais là-bas, IMCA travaille pour la population avec des risques socio-économiques. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si vous avez des problèmes pour me comprendre, vous m'arrêtez. Et on a aussi travaillé avec les professionnels qui travaillent avec ces jeunes avec plus de risques. Et ça a été aussi très bien passé. Et après l'évaluation qu'ils font après les mois qui a passé, et c'est vraiment très bon. Et ils nous ont demandé de refaire une autre avec des autres professionnels pour le transmettre aux jeunes. Un autre lieu où on a trouvé un bon milieu pour travailler, c'est des camps d'été
où on a travaillé avec les plus âgés et enfants de 14 à 16 ans. Ils ont eu le compromis d'être jeunes médiateurs après les camps. Donc, ça n'a été pas très, comment dire, très technique. La formation, ça a été plus avec des dynamiques, c'était l'été, c'était dans un camp. Mais après, ils vont faire la formation et on va commencer la semaine prochaine. Donc, ça a aussi bien passé l'expérience. Et voilà. Après, je vais un peu parler de l'expérience pilote dans les milieux éducatifs. Donc, après les formations que je vous ai racontées, on fait aussi des expériences pilotes où le jeune médiateur... Désolée, comme il y a le photographe qui vient, désolée de t'embêter. Non, pardon. Non. Merci. On va rester là. D'accord. Donc, premièrement, je parle de les activités avec le professionnel et qui travaille avec les jeunes, mais après, avec les jeunes médiateurs qu'on a formés, on fait des expériences pilotes. Et ils nous accompagnent, ils font de la médiation avec nous. Donc, une, laquelle a eu un très bon accueil, a été à la fac, à l'université, et on a eu beaucoup de participation et, avec les jeunes médiateurs et avec les autres jeunes qui sont rapprochés à la table pour connaître ce qui s'est passé et pour savoir plus. Donc, on l'a fait pendant l'année dernière 4 fois. Et pour cette année, on va le faire 6 fois. On a déjà signé un contrat pas un contrat, mais on a signé la coopération avec l'université. Et donc, on va participer pour une formation, pour faire passer l'alcoolimètre. Et c'est surprenant les résultats de l'alcoolimètre à la fac pendant il fait ses études. Et les coximètres aussi, bon, on donne des informations et après ça, et beaucoup de jeunes nous appellent pour connaître de plus ou même pour faire des interventions avec notre colloque qui font d'interventions avec les addictions. Bon. Et dans les camps d'été aussi, on a fait des expériences pilotes avec des jeunes qui déjà ont été formés comme jeunes médiateurs. Donc, ils venaient avec nous et dans les camps et on a fait les activités avec eux, mais le principal... les papiers principaux, c'était à eux, c'était pas à nous, à les professionnels. Un autre camp avec le même format. Et après, dans l'éducation, on a eu une expérience pilote de tous ensemble, je veux dire tous ensemble, les 4 partenaires du projet, où on a travaillé sur, premièrement, en réunion de coordination entre nous, mais après, c'était un festival. Oui, merci. Non, en effet, on travaille ensemble sur cette coordination de projet et on avait prévu également d'intervenir en direct avec les jeunes. Et donc, on est tous partis lors on va dire c'était un festival étudiant, l'After School Contest, où
des jeunes étudiants de la France en fait entière étaient invités à faire une compétition autour du surf et des activités nautiques. Et à cette occasion, il y avait 3 soirées festives étudiantes dans lesquelles nous sommes intervenus et où on a mis en place un stand de prévention et de réduction des risques liés à l'usage des drogues et aussi de l'alcool. Et nous sommes intervenus un soir tous ensemble pour voir la méthodologie qui avait été développée, dont je parlerai tout à l'heure. D'accord. Et finalement, je vais vous montrer une collaboration qu'on a trouvée le plus intéressante dans notre région. Il s'appelle Project Ici. C'est un projet communautaire dans la ville, la plus grande ville qu'on a dans la région. Et c'est un espace de participation communautaire où toutes les entités, ONG, groupes d'intérêt, groupes actifs, mairies, avec différents groupes moteurs, travaillent pour la coexistence entre voisins et le respect du quartier pendant les vacances, les fêtes universitaires, la consommation responsable, la prise de conscience de l'importance du bien-être émotionnel, de communication entre les familles et au sein des familles. Voilà, c'est un projet communautaire où on participe comme projet européen, mais surtout comme projet de prévention des addictions. Et on travaille sur les groupes moteurs où on croit et on peut vraiment donner des idées. Tu es libre pour participer où tu veux, mais on participe sur le bien-être émotionnel, sur la prévention des risques pendant les fêtes de l'université, parce que c'est des quartiers dans la communauté autour de l'université de La Rioja. Donc, on a travaillé avec aussi avec les professionnels sanitaires, parce que pendant les fêtes universitaires, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup d'urgences, oui, pour l'alcool, pour autres substances. Et voilà. C'est ça que je voudrais vous montrer. Et maintenant, si tu veux, je passe les diapos. Non, on se change, oui. On fait comme ça. Non, je me mets là. Merci. Donc, je prends le relais pour vous présenter ce que ce projet nous a permis à nous, professionnels de l'ANPA. L'ANPA, c'est l'Association nationale de prévention en addictologie. Et nous, du coup, on est sur notre territoire. On couvre 3 départements. On couvre l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Donc, nous, ce projet de coopération, en fait, il nous a surtout permis de développer une méthodologie commune et de la formaliser. Parce qu'à l'ANPA, il y a très longtemps qu'on mène des actions de prévention. Mais ce côté ingénierie de projet, on ne l'avait pas forcément. Et cette coopération avec ses partenaires nous a permis ça. Donc, on avait envie de vous faire partager la méthodologie qu'on a élaborée en commun. Donc, autour notamment de la formation des jeunes médiateurs. Alors, juste pour repréciser le cadre de l'approche, on va se situer du coup dans cette dynamique-là de la santé aux addictions, en passant de la prévention universelle, la prévention sélective à la prévention ciblée. Ça nous permet d'être sur ces 3 dimensions-là. Donc, juste un petit rappel pour vous préciser aussi dans quelle approche on se situe. Bien sûr, c'est la définition de l'OMS qui régit notre domaine d'action, et notamment le fait qu'on considère la santé comme l'ensemble des moyens qui permettent d'aider les individus et les groupes à adopter des comportements favorables à leur santé,
à savoir que la santé ne se limite pas à juste donner de l'information et à juste dire aux gens ce qu'il faut faire pour aller bien, mais que c'est bien plus global et qu'on est vraiment là, nous, pour permettre aux individus d'acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être qui permettent ensuite de pouvoir changer les comportements ou renforcer les comportements favorables à la santé. Donc en prévention, il existe 3 approches principales. Une approche qui est relativement développée, qui est ce qu'on appelle l'approche injonctive ou persuasive et qui a pour objectif la modification systématique des comportements des individus ou des groupes. Nous, on a décidé de se positionner sur les 2 autres approches qui sont plutôt l'approche informative et responsabilisante, c'est-à-dire qu'on va plutôt rechercher la prise de conscience des individus de ce qui va être bon pour eux. Et puis l'approche participative, du coup, qui va plutôt viser leur implication dans la participation pour arriver à mieux contrôler ce qui se passe pour eux. Alors, l'autre cadre qui définit notre intervention, bien sûr, c'est la Charte d'Ottawa, avec 3 stratégies d'intervention. La première, ça va être d'utiliser le plaidoyer pour sensibiliser à la santé. Le deuxième axe, c'est de pouvoir conférer à tous les moyens de réaliser pleinement leur potentiel de santé. Comment, à un moment donné, on va être facilitant pour que les gens puissent être acteurs de leur propre santé. Et ensuite, servir de médiateur entre les différents intérêts présents dans la société en vue d'atteindre la santé. Et du coup, c'est comment nous, on va pouvoir accompagner et former des jeunes médiateurs. Un autre point qui nous paraît quand même assez important sur notre démarche d'intervention et qui est vraiment un pilier central de notre approche, c'est le fait qu'on va s'employer à développer les compétences psychosociales des jeunes, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est un des facteurs de protection face aux prises de risques et notamment aux conduites addictives. Donc, pour rappel, les 10 compétences psychosociales, ça va être apprendre à résoudre les problèmes, apprendre à prendre des décisions, développer la pensée créative, développer l'esprit critique, communiquer efficacement, développer des aptitudes relationnelles, avoir conscience de soi-même, avoir de l'empathie pour les autres, faire face à son stress et faire face aux émotions. Donc vous voyez, c'est tout un programme. Et vraiment, le cœur de nos interventions avec les jeunes, il est vraiment là. C'est comment on va pouvoir, à un moment donné, accroître leurs compétences pour pouvoir agir pour eux et non pas lutter contre des prises de risque ou des conduites addictives. Voilà. C'est à un moment donné comment on va pouvoir les aider à travailler ces axes-là pour qu'ils puissent utiliser leurs propres ressources et ses propres compétences pour pouvoir devenir autonomes, libres et puis agir en toute responsabilité et en bonne santé tout au long de leur vie. Alors, ce qui nous paraît aussi très important et ce qu'on a pu formaliser, ce sont aussi nos compétences et nos postures professionnelles d'intervenants. À savoir que nous, on travaille déjà en équipe pluridisciplinaire puisqu'on est professionnel dans des CSAPA, des centres de soins d'accompagnement de prévention des addictions, donc on ne travaille pas tout seul. On est, dans nos équipes, il y a médecins, infirmières, secrétaires, psychologues, travailleurs sociaux. Et l'idée, c'est de pouvoir être en capacité de mener des projets, donc de la conception à l'évaluation, en passant du coup par le développement des actions, la mise en place, l'animation et puis l'évaluation. Et ça nous permet d'intervenir dans le domaine de la prévention, la sensibilisation, la formation auprès de tous les publics. Donc ensuite, ça nous a permis aussi
d'élaborer et de poser un certain nombre de postures qui nous permettent d'intervenir auprès de ces jeunes. Donc en fait, ce qu'on est arrivé à définir, c'est que dans un premier temps, il allait falloir qu'on puisse s'inscrire dans une démarche de promotion de la santé, sachant que l'idée, c'est qu'on sait que les stratégies sont quand même plus efficaces quand elles sont dans une approche globale qui prennent en compte les facteurs individuels, mais aussi les facteurs environnementaux. Ensuite, nos projets, il faut qu'ils s'inscrivent dans la durée. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'une action ponctuelle ne va avoir qu'un effet très ponctuel sur les bénéficiaires de nos actions. Donc vraiment, aujourd'hui, on veille à ce que nos projets puissent être dans la continuité avec les partenaires avec lesquels on travaille. Ensuite, on ne se limite pas à transmettre un savoir ou une info santé, mais on va privilégier d'autres objectifs comme la modification des représentations des personnes ou l'acquisition de nouvelles compétences. Tous nos projets démarrent par la modification des représentations des personnes sur les conduites addictives. C'est un préalable pour pouvoir amorcer un travail de développement des compétences derrière. Ensuite, bien sûr, tout notre travail va viser le développement des compétences psychosociales, puisque on sait que les personnes que l'on va rencontrer ont toutes des ressources qui leur permettent d'arriver à gérer ça, sauf que malheureusement, selon le contexte, elles en ont plus ou moins conscience ou elles n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir les développer. Donc nous, on va accompagner, on va mettre un petit peu une visibilité sur leur potentiel, leurs ressources, et puis les accompagner à pouvoir les solliciter pour pouvoir devenir des personnes en bonne santé. Ensuite, toujours, on implique les publics cibles dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du projet. On n'arrive jamais avec un projet clé en main en disant c'est ça qu'on va faire et c'est comme ça que ça va se passer. Notre façon de travailler, c'est de partir d'une page blanche et de co-construire tous les projets avec les bénéficiaires. On arrive bien sûr, nous, avec nos missions d'acteurs de santé, avec nos commandes des tutelles, les orientations ministérielles, mais on co-construit et on adapte en fonction des besoins réels des personnes. Ensuite, on intègre évidemment la notion de santé positive dans les interventions. Au lieu de focaliser sur les risques, les dangers et ce qui ne va pas bien, on va plutôt se focaliser sur ce qui va bien chez les personnes et comment on peut mobiliser ce qui va bien pour pouvoir modifier les comportements. De la même façon, on n'utilise jamais la peur comme levier. Ça fait partie des fondamentaux de notre discours. On ne juge pas, on ne stigmatise pas ou on ne culpabilise pas les personnes. On accueille les personnes telles qu'elles sont dans leur pratique et on les accompagne dans leur pratique pour faire en sorte que ça se passe bien pour elles. Ensuite, on prend en considération le point de vue des publics cibles, de leurs expériences et de leurs besoins. C'est important que les personnes puissent se sentir écoutées dans ce qu'elles sont et dans leur histoire, avant de pouvoir imaginer, pouvoir réfléchir sur ce qui peut leur poser problème. Dans la même idée, on va tenir compte des avantages liés à la consommation des produits psychoactifs. Si on arrive avec un discours qui condamne directement ce qu'ils sont en train de faire, forcément la relation va être très compliquée à mettre en place. Donc oui, si les personnes arrivent en disant qu'elles obtiennent un effet positif à ces consommations, on va d'abord écouter ce qui se passe pour elles et puis essayer de comprendre avec elles et leur amener des outils d'analyse pour que les personnes puissent faire leur propre cheminement. Ensuite, bien sûr, notre travail, c'est d'apporter une information objective et scientifiquement validée, et notamment avec les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup recours à Internet et aux réseaux sociaux pour aller chercher de l'info et qui est souvent pas juste. Donc nous, on est là pour rectifier et donner des informations objectives.
Ensuite, on va intégrer au projet des activités qui vont viser à renforcer la capacité d'agir des publics cibles. On privilégie des méthodes interactives qui favorisent la participation active des publics. Bien sûr, l'idée, c'est que le public qu'on accompagne puisse être acteur de sa propre santé. Voilà, il n'est pas là juste un simple consommateur d'informations, mais il faut qu'il puisse être partie prenante de ce qui se passe pour lui. Et enfin, on intègre un mécanisme de repérage et d'orientation, puisque notre objectif de professionnel de XAPA, c'est quand même aussi de pouvoir favoriser l'accès aux soins des personnes pour ceux qui en ont besoin. Alors, comment on fait très concrètement? Tous nos projets vont commencer par une sensibilisation des professionnels. Irénée en a parlé dans leurs expériences. Mais ça, c'est vraiment un préalable qu'on a posé, c'est-à-dire qu'avant d'intervenir auprès des jeunes, on sensibilise d'abord les professionnels qui les accompagnent sur les lieux dans lesquels ils sont. Donc, nous, dans la structure où on travaille, on co-anime ces sensibilisations des professionnels. On est toujours un acteur de prévention et un acteur de la consultation jeunes consommateurs de notre XAPA. L'idée, c'est d'avoir ce double regard à la fois d'accompagnement individuel et d'approche collective qui est très complémentaire et qui permet de répondre de façon assez pertinente aux professionnels qu'on accompagne. De façon très concrète, ça nous permet, nous, d'être visibles, de présenter quelles sont les missions du XAPA pour avoir une meilleure orientation derrière des jeunes. Ça nous permet de travailler sur les représentations des conduites addictives auprès des professionnels. Ça nous permet de rappeler la spécificité des problématiques adolescentes parce que souvent, les professionnels qui accompagnent les jeunes, ils sont pris dans un quotidien qui fait que des fois la formation, elle est un petit peu loin. Et ce temps de sensibilisation, ça nous permet un petit peu de remettre des mots sur le cadre professionnel et ce pourquoi ils sont missionnés. Et souvent, ils nous renvoient que ça fait quand même du bien à un moment donné de se poser et de pouvoir parler de leur pratique et de prendre un peu de recul. Donc, bien sûr, on va échanger avec eux sur leur pratique. On travaille sur le positionnement, quel discours, quelle attitude, quel est le cadre professionnel qui régit leur travail. Et aussi, ça nous permet de réfléchir avec eux sur la notion de relation d'aide. Donc, cette sensibilisation, on la propose sur 3 temps. 3 sessions de 3 heures. Donc une première session autour des conduites addictives, du plaisir à la dépendance, une deuxième session autour des problématiques adolescentes et une dernière session vraiment très spécifique sur la relation d'aide. Comment on accompagne quelqu'un qui est en difficulté avec des usages de drogue ou des conduites addictives. Et bien sûr, il y a une évaluation de l'ensemble de la sensibilisation avec les personnes. Donc ça, c'est juste l'activité qu'on a pu mener dans le cadre de prévention OH depuis 2018. Donc nous, on a sensibilisé une équipe d'une maison d'enfants à caractère social qui se situe en Ariège, à Prat. Une autre équipe de maison d'enfants à caractère social à Saint-Gaudens. 2 équipes d'ITEP sur Saint-Gaudens aussi. 2 équipes d'assistantes sociales, des assistantes sociales qui interviennent sur le secteur de l'éducation nationale, le collège et lycée du territoire sud de la Haute-Garonne. Et ensuite, notre collectif d'assistantes sociales de secteur autour de Saint-Gaudens. Et ensuite, une sensibilisation des futurs professionnels BAPAT en coopération avec l'UFCV qui forme du coup des animateurs qui interviennent ensuite dans des centres de loisirs. Et ça, on l'a fait à Toulouse. Alors, un autre pilier de notre démarche d'intervention, c'est la prévention par les pairs. Et du coup, le pourquoi on a choisi de former des jeunes médiateurs pairs. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'impact par les pairs va être beaucoup plus grand chez les ados. C'est ce qui va avoir beaucoup plus d'influence.
parce que les jeunes ne se sentent ni agressés ni jugés quand ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes. Donc on sait aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour dire que cette stratégie, elle est quand même très efficace sur les publics cibles. Et surtout parce qu'elle est interactive en fait. C'est vraiment quand on implique les jeunes dans la construction du projet avec nous, ça a un impact qui est assez épatant. Du coup, nous on est là en étayage, on les accompagne dans la création, dans l'élaboration, dans la réflexion et ensuite dans la co-animation d'autres actions pour les jeunes. Ça nous demande quand même d'être très bienveillants avec eux, de poser un cadre relativement sécure pour qu'ils puissent intervenir dans des conditions vraiment très confortables et aussi d'être suffisamment attentifs pour pouvoir après réadapter s'ils se trouvent dans des situations un peu problématiques et puis pour faire en sorte que ça se passe bien et que l'impact soit plus fort sur les autres. Nous, on a aujourd'hui un recul d'une dizaine d'années sur la prévention par les pairs. C'est des choses qu'on a un peu expérimentées il y a 10 ans, qui étaient assez controversées, où on nous disait « vous mettez les jeunes en danger en faisant ça ». Et aujourd'hui, on a des résultats qui sont assez probants. Et on a notamment des jeunes qu'on a formés il y a 10 ans qui avaient 12 ans et qui sont aujourd'hui des jeunes adultes et qui sont du coup bénévoles de notre association et qui interviennent avec nous sur des actions de prévention et de réduction des risques, notamment en milieu festif et beaucoup en milieu festif, et qui viennent en tant qu'adultes, en tant que citoyens lambda pour faire de la prévention auprès des autres jeunes. Donc voilà, on encourage autour de nous à diffuser ces pratiques-là parce que c'est vraiment très très intéressant. Du coup, on vous a présenté quelques actions qu'on a menées dans le cadre de prévention OH. Alors, ces actions de prévention par les pairs, les objectifs, et ce que ça permet de développer chez les jeunes, ça va être d'être en capacité de se présenter, de favoriser l'esprit de groupe entre les jeunes, de favoriser la confiance en soi, de favoriser l'expression, de pouvoir analyser, produire, argumenter, synthétiser, établir un consensus, se positionner dans le groupe, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué à faire pour les jeunes. Et tout le travail des jeunes médiateurs pairs, il est vraiment là-dessus. C'est comment, à un moment donné, Iréna en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va pouvoir leur permettre de réfléchir à ce qui se passe pour eux, d'arriver à faire des choix pour eux et de pouvoir les argumenter auprès des autres jeunes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes, en tout cas nous les jeunes qu'on accueille sur la consultation jeunes consommateurs, pour la grande majorité, ils sont rentrés dans les consommations à cause de l'influence des pairs, en fait. Donc, on va vraiment travailler là-dessus, faire en sorte qu'ils gagnent suffisamment de confiance en eux, développer leur estime d'eux pour qu'ils soient en capacité de se positionner et d'assumer leurs choix face aux autres. Et bien sûr, cela, ça va passer par des activités qui leur permettent de créer, de se mettre en scène, de transmettre aux autres pour qu'ils soient capables de pouvoir communiquer avec les autres. Ça permet aussi d'arriver à gérer ses émotions parce qu'on sait aussi que ça peut être à l'origine de consommation chez les ados. Et puis bien sûr, il y a toute la partie évaluation des projets qui nous permet ensuite de réajuster et de réadapter pour en imaginer d'autres. Ces projets de prévention par les pairs, il n'y en a pas de pareils. D'accord ? On part d'une page blanche systématiquement avec le groupe de jeunes qu'on a en face et on co-construit tout de A à Z. Quand on démarre le projet, on ne sait pas où ça va arriver. Du coup, c'est ce qui fait que vous avez des illustrations qui sont relativement différentes, mais ça peut être de la transmission au sein des collèges et lycées d'une classe à l'autre. Ça peut être de l'animation de débats grand public.
On utilise beaucoup des outils artistiques. Donc là, vous avez des exemples avec la danse, par exemple. Le rap, on a utilisé le graphe. On a utilisé aussi pas mal versant la peinture, la création des collages, pour que ça puisse devenir des supports ensuite à discussion avec les autres jeunes. Et aussi, on utilise pas mal le côté spectacle pour pouvoir aussi créer des animations sur nos territoires pour pouvoir amener des personnes à pouvoir traiter des addictions, à parler des addictions autrement que sur un versant médical et soins, et que ça puisse devenir un sujet d'échange comme un autre dans la vie locale. Alors, les activités menées en expérience pilote sur nos territoires, donc un chantier jeune avec une maison des jeunes et de la culture qui nous a permis de créer des supports de prévention et de réduction des risques dans le cadre d'un festival à Bagnères de Bigorre. La sensibilisation d'un groupe de jeunes médiateurs pairs dans un collège des Trois-Vallées à Salis-du-Salat, du coup un jeune groupe de jeunes de médiateurs qui interviennent auprès des autres élèves du collège. Urban Addict, qui est un gros projet qu'on mène depuis 3 ans maintenant avec des jeunes du centre social Azimut de Saint-Gaudens et d'un service d'accueil de jour et d'insertion d'une maison d'enfants à caractère social. Donc ce projet, il a revêtu différentes formes, mais il nous a permis de créer à ce jour un flash mob, un documentaire qui a été diffusé au cinéma de Saint-Gaudens, qui nous a permis de créer une expo graphe, une expo de collage, on a une chorégraphie, l'application de prévention Click and Prev qu'on a présentée à Saragosse mercredi dernier. Et là, on est sur l'organisation d'une grosse soirée festive, la soirée Night and Prev, qui aura lieu le 4 avril à Saint-Gaudens, qui réunit l'ensemble des jeunes de nos territoires. Ou bien sûr, le cœur de la soirée, donc c'est l'organisation d'un tremplin rock avec des groupes de jeunes qui viennent concourir au niveau musical. Et le cœur de la soirée, c'est quand même des actions de prévention qui sont associées à cet objectif culturel. Ensuite, on a pu créer des vidéos de prévention sur les prises de risques en atelier dans un LEP du Bois à Luchon. C'est-à-dire que c'est les élèves qui avaient repéré que quand même, quand on consommait du cannabis avant d'aller en atelier, il y avait quand même quelques problèmes derrière qui pouvaient s'en suivre. Donc, ils ont eu envie de sensibiliser l'ensemble des autres jeunes du lycée autour de ces questions-là. Donc, ils ont créé un petit tuto et puis des vidéos sur le mode humoristique qui vont avec et qu'on a présenté à l'ensemble des élèves entrants lors de la rentrée de septembre. Ensuite, pareil, on a créé des supports de prévention à destination des jeunes d'un CESAD avec les autres jeunes de l'ITEP. Une sensibilisation des élèves de 3e par des élèves scolarisés en ST2S au lycée du Couserans à Saint-Giron. Toujours dans le cadre du projet Urban Addict, on a créé un héros des prises de risques et des premières fois, premières consommations, premières amours, premières aventures sexuelles. Et du coup, on a réalisé des bandes dessinées. Ce héros s'appelle Sacha Touille. Et du coup, on raconte ses premières fois dans le cadre de ces bandes dessinées qui vont être publiées d'ici la fin de l'année. Et ensuite, pareil, avec la formation d'un groupe de jeunes médiateurs pairs du centre social de Saint-Gaudens, on est allé sensibiliser les jeunes qui participent à la garantie jeune de la mission locale de notre ville. Voilà pour le rapport d'activité. Et du coup, donc, pour terminer et conclure sur cette action, la façon dont on évalue l'impact de nos projets. Donc, bien sûr, l'évaluation est pensée en amont des projets que l'on mène. On va définir des critères dès
dès l'amorce du projet, une évaluation tant quantitative que qualitative. Ça va être défini en fonction des objectifs qu'on se fixe. Ensuite, dès le début de nos interventions, on fait un recueil des besoins avec les participants au projet pour évaluer un petit peu leurs propres attentes, voir si elles sont en correspondance avec les attentes de la commande de nos tutelles et aussi des institutions qui nous sollicitent. À la fin de chaque séance, on va proposer un petit débriefing et savoir un petit peu comment les personnes ont vécu le projet et les interventions et voir si on a répondu à leurs attentes et puis voir comment on peut éventuellement réajuster pour la suite des projets. À la fin du projet, il y a systématiquement une évaluation écrite par tous les participants via un questionnaire de satisfaction et aussi sur le contenu. Et en fonction de ces différentes évaluations, nous, on va rédiger un bilan des interventions qu'on va ensuite présenter aux commanditaires du projet et à nos financeurs qui sont, pour notre part, l'Agence régionale de santé et POCTEFA. Voilà. Ça va ? Ça va toujours ? Donc ça, c'est ce qu'on mène auprès des jeunes médiateurs pairs. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on enchaîne sur la suite. Ouais. Juste un commentaire en rapport à ce que tu viens de nous présenter. Finalement, on voit qu'il y a un gros travail d'ingénierie de projet, de travail sur vraiment réfléchir non pas à ce qu'on pourrait nous amener, mais essayer de voir quels sont les besoins et d'y répondre. Et c'est vrai que nous, ça fait des années qu'on essaye de travailler là-dedans, mais ce n'est pas quelque chose qui est logique. On nous demande, nous, d'être un XAPA, de répondre à une offre de soins particulière, mais on ne fait pas souvent le lien avec le public cible, de savoir exactement si ce qu'on mène est adapté et de le réajuster. Et dans tout le travail que tu nous as décrit sur les médiateurs pairs, c'est quelque chose qu'on a fait pendant des années à Bissia. Au début, c'était compliqué sur Bayonne. On voit qu'il y a ce travail justement de compréhension du besoin. Et c'est ça qui est fondamental dans ce partage d'expérience entre la France finalement et l'Espagne, des deux côtés des Pyrénées, c'est de réussir à mettre en place des projets de santé logiques, cohérents et qui amènent à des résultats. Et ta présentation était très claire, merci. Je te laisse continuer. Ouais. Alors, du coup, on enchaîne avec un tout autre domaine, depuis 2015, au préalable dans cette coopération, en fait, on a fait un diagnostic territorial pour savoir un petit peu ce qui se passait sur nos territoires et justement, on a étudié quel pouvait être l'effet transfrontalier sur les usages de drogue. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même un gros besoin autour d'une spécificité de notre territoire que sont les environnements de loisirs et notamment les stations de ski. Donc ça fait partie des publics qu'on a ciblés parce qu'on s'est aperçu dans notre diagnostic que il y avait peu de travail qui était fait auprès de ces personnes-là. Et qui a, comment ? Aucun. Ouais. Si, il y avait quand même quelques petites choses qui étaient amorcées, mais en rapport à ce que nous on constatait dans nos XAPA et aussi sur les environnements. On s'est dit qu'il fallait vraiment aller réfléchir à comment on pouvait intervenir auprès de ces publics-là. Alors, juste pour vous donner une idée, là, vous avez la chaîne des Pyrénées. Et donc, on intervient du coup du 64, le 64, le 65, le 31 et le 09 sur 4 départements de la chaîne. Ce qui est assez en fait problématique, c'est qu'on a des axes en fait de circulation des produits et qui facilitent du coup l'accès
aux consommations pour les personnes qui travaillent sur ces environnements-là. Alors juste pour vous préciser un petit peu le contexte, il y a une trentaine de stations de ski côté français et il y en a 5 en Aragon, en tout cas pour le territoire qui nous est financé. Et en fait, le chiffre d'affaires des stations de ski du massif, ça représente au total environ 100 millions d'euros. Mais bien sûr, ça va varier fortement en fonction de la saison et de l'état d'enneigement. L'activité, elle va entraîner des retombées économiques et créer des emplois en zone de montagne. En tout cas, pour nos territoires, ce sont des axes politiques en fait qui font que ça ramène quand même beaucoup d'emplois et le tourisme de loisirs est vraiment très important en fait. C'est ce qui fait vivre nos territoires. Du coup, l'enjeu en termes d'emploi est fort et on va avoir plusieurs domaines d'activité qui vont être ciblés, donc la restauration, l'hébergement, le commerce, mais aussi du coup les remontées mécaniques, le thermalisme, les activités sportives et récréatives et les organismes de tourisme. Donc pour vous donner une idée, en fait, les personnes qui vont travailler dans ce domaine-là sont essentiellement sous la forme de contrats saisonniers, c'est-à-dire qu'ils travaillent l'hiver chez nous et l'été, ils peuvent venir sur la côte basque ou sur d'autres espaces touristiques. On va avoir surtout des personnes en situation plutôt d'employés avec des moyens et des salaires plutôt moyens à faibles. Dans l'hôtellerie-restauration, majoritairement plutôt des femmes avec des salaires horaires faibles. Dans le commerce, plutôt des jeunes femmes à temps partiel avec des contrats courts l'été. Et ils vont plutôt recruter des hommes pour la saison d'hiver. 18% des contrats sont plus qualifiés, plutôt occupés par des cadres et des professions intermédiaires, mais c'est rarement des temps complets. Et ensuite, 14% des contrats plus longs vont concerner surtout des hommes ouvriers âgés entre 26 et 45 ans qui travaillent l'hiver à temps complet sur la station, essentiellement sur les remontées mécaniques. Et ensuite, il n'y a que 5% des contrats saisonniers qui vont être signés pour des durées moyennes plus longues. Et c'est plutôt des femmes plutôt âgées qui vont exercer au sein des thermes. Il y a une grosse activité de thermalisme sur nos stations de ski dans les Pyrénées. Alors juste, en fait, je vous donne ces données parce que c'est quand même important de savoir que le public saisonnier va être... la spécificité, c'est que c'est des contrats plutôt précaires, en fait. Et ça va avoir un impact, vous allez voir, sur la suite et notamment sur les usages. Donc, comment on pourrait définir leur profil ? Alors, il y a 3 profils qui se détachent. Un, c'est ce qu'on va appeler les sédentaires. Ce sont des personnes qui sont implantées sur notre territoire, donc qui habitent sur place et qui vont combiner plusieurs activités professionnelles, soit en lien avec la station de ski, mais il va y avoir aussi d'autres activités le reste de l'année. Eux, ils ont une bonne connaissance des ressources locales et l'accès aux structures soins, santé, sociales, culturelles qui est facilité. C'est pas ces personnes-là qui vont nous poser le plus de problèmes. Notre profil, c'est ce qu'on va appeler les saisonniers, donc qui sont l'hiver dans les stations de ski et plutôt l'été à l'océan ou à la mer, et qui sont des publics qui sont plutôt de passage. Ça, c'est plutôt vers eux qu'on va s'orienter. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les travelers, c'est-à-dire qu'ils vivent dans leur camion et ils errent au gré des opportunités professionnelles. Et puis, eux, du coup, ils vont carrément importer leur consommation. Mais on verra un petit peu plus en détail après. Donc, les conditions de travail, il faut savoir que la saison, c'est un condensé. Ils
une charge de travail très importante sur un petit temps de l'année. Et cette charge de travail est très lourde. Ils enchaînent beaucoup d'heures. Ils n'ont pas ou très peu de congés, un jour maximum par semaine. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc, une situation de précarité parce que les salaires sont plutôt moyens. Il y a très peu d'employeurs qui logent dans les Pyrénées. Donc, en fait, ils ont aussi cette charge-là financière, bien qu'ils aient un salaire moyen à la fin. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas ou peu d'accès à la culture, aux loisirs et aux ressources santé sociales sur ces vallées-là. Donc, les profils qu'on a repérés sur les postes à responsabilité, on va dire, donc plutôt les personnes qui sont formées, qui ont un BE de ski, qui sont moniteurs ou les pisteurs. Ce sont des personnes, entre guillemets, plus sérieuses, qui sont essentiellement dans des usages d'alcool, mais pas excessives. Ce sont des usages qui sont gérés et qui sont peu visibles sur le lieu de travail. Voilà. Par contre, c'est des personnes qui peuvent être dans des excès lors d'occasions festives. Ça, ce sont donc des personnes qui vont occuper des postes avec des échelons et qui ont des perspectives professionnelles et qui sont reconnues dans leur travail, qui ont un métier qui est valorisant et valorisé et qui va demander des qualifications et de l'implication. Donc, les personnes nous renvoient que quand même l'aspect financier est important pour eux et que si leur consommation a un impact, du coup ça les questionne et ça les maintient quand même dans une gestion des consos. Par contre, du coup, les personnes qui sont plutôt sur les remontées mécaniques, la restauration, les magasins de location, etc., là il y a beaucoup de turnover parce que les payes sont peu élevées et les personnes n'ont pas ou peu de responsabilités, donc ils ne trouvent pas forcément beaucoup d'intérêt pour l'activité pour laquelle ils sont employés. Et donc, ils ont souvent l'impression d'être de la main-d'œuvre pas chère. Ils ne sont absolument pas reconnus pour leur travail. Et donc, eux, ils vont plutôt être dans des usages excessifs et pour tenir la cadence de travail. Et aussi parce que l'intérêt, il va être ailleurs. En saison, il va être plutôt dans la convivialité et les soirées et le lien social qu'ils vont créer entre eux après le travail. Donc, les usages excessifs, eux, ils les définissent en fonction de la disponibilité des produits. On prend ce qui passe, en fait. Et ce qu'on a pu relever aussi dans ce diagnostic, c'est une prise de risque des plus importantes chez les 19-26 ans. Alors, les usages et les pratiques qu'on a pu repérer, donc ils parlent du ravitaillement, c'est-à-dire que le premier week-end de la saison, quand ils arrivent, donc ils s'installent dans leur logement pour la saison, donc ils font leurs courses pour être prêts pour démarrer, mais aussi du coup ils s'équipent en produits pour démarrer la saison. Donc, ils parlent aussi d'un statut de saisonnier, c'est-à-dire qu'il y a un rite de passage qui existe quand ils arrivent pour la première fois dans la station. Si c'est la première fois qu'ils arrivent sur ce lieu, en fait, l'intégration va forcément passer par le festif. C'est ce qui va leur permettre d'entrer en relation avec les autres et de s'intégrer dans cette communauté de saisonniers. Pour les deux autres profils qu'on a pu repérer, les 2 premiers mois sont plutôt calmes, mais ils peuvent quand même se laisser influencer par l'ambiance de la saison. Ce qu'on a pu repérer aussi, c'est que la fête, c'est le seul loisir qui existe sur les stations de ski actuellement. Et c'est un peu le seul espace qu'ils ont pour souffler, pour décompresser et vider un petit peu la charge de travail auquel ils doivent faire face. C'est le seul moment où ils peuvent vraiment s'évader et se lâcher un petit peu, quoi. Ensuite, il y a aussi l'effet colocation qui va favoriser les occasions pour consommer des produits.
Ensuite, il y en a certains qui nous parlent de consommation hors norme. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, ils vont être dans des prises de risque vraiment importantes jusqu'à mettre sa vie en danger, puisque les conditions hivernales sont ce qu'elles sont et sont un facteur aggravant des consommations, notamment avec le risque d'hypothermie quand on sort en pleine nuit sous l'effet des produits. Les accidents de la route, puisque quand même nos axes routiers sont quand même plutôt sinueux, et verglacés la nuit. Donc nous, ce qu'on a pu vraiment identifier, c'est 2 types de consommation: les consommations festives pour ces personnes et aussi les consommations en lien avec les conditions de travail. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir des usages en lien avec les conditions dans lesquelles ils travaillent, notamment pour pouvoir supporter l'ambiance de la structure, un éventuel mal-être en lien avec les conditions de travail dans lesquelles ils sont, ou alors pour tenir le rythme intense. Donc les produits qu'on a repérés sur nos territoires, des usages de tabac, plus on se rapproche de la frontière, et notamment avec l'accès à l'Espagne et l'Andorre, avec des prix beaucoup plus attractifs pour les cigarettes. Et donc plus on se rapproche de la frontière, plus les consommations vont être importantes. L'alcool, il est festif, mais il peut aussi être sur le lieu de travail, notamment pour ceux qui sont sur les espaces de restauration. Le cannabis est une consommation qui est complètement banalisée, y compris sur le lieu de travail. La cocaïne, plutôt en festif, mais aussi sur les lieux de travail pour ceux qui ont un rythme soutenu, avec nous, pour certains de nos usagers, qui disent que c'était même leur employeur qui leur fournissait de la cocaïne à un moment donné pour qu'ils puissent tenir le rythme. Donc nous, ce qu'on a identifié, c'est la provenance de l'Espagne, puisque certains de nos usagers disent qu'ils vont se ravitailler, notamment via l'Érida ou la Biscaye. Ils s'organisent pour pouvoir aller se ravitailler, pour pouvoir échapper au contrôle de police et douane. L'utilisation de la MDMA en festif est plutôt sous forme sniffée. Donc là, la provenance, elle est plutôt française, puisqu'on a un accès à Toulouse qui est quand même assez rapide. Et ils vont rechercher des effets positifs et empathogènes, puisque ça va faciliter les rencontres et puis éventuellement la consommation sexuelle. L'usage de kétamine pour certains, ils vont plutôt la prendre sous forme de pointe, tout simplement parce que ça coûte moins cher qu'un rail de cocaïne et les effets vont durer 45 minutes. Donc ceux qui sont sur des recherches de sensations exceptionnelles pour changer un petit peu du quotidien, ça va leur faciliter un petit moment d'évasion dans ce quotidien qui est si lourd. Et puis des consommations d'héroïne, mais plutôt sous forme sniffée ou fumée. Et ils disent que c'est quand même assez facile de s'en procurer sur nos territoires. Donc nous, du coup, ce qui nous a pas mal questionné, c'est de connaître un petit peu où ils en étaient dans leur pratique de réduction des risques. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas de matériel disponible dans les stations, sauf un distributeur de préservatifs devant la pharmacie, mais ils disent qu'ils n'y vont pas. Ils n'ont pas ou peu de connaissance des outils existants. Donc pour ceux avec qui on a échangé, ils ne connaissaient pas les roulettes à paille, ils ne connaissaient pas les kits de base, donc ils utilisent plutôt des outils fabriqués artisanalement. Ils n'ont pas connaissance des campagnes de prévention. Mais par contre, ce qu'on a pu repérer, c'est qu'il y a une grande bienveillance entre eux et une grande complicité. Ils ne laissent jamais quelqu'un en difficulté autour d'eux. Ils vont être quand même assez solidaires. Et aussi, il y a quand même une transmission des conseils de réduction des risques, notamment pour les primo-usagers. C'est-à-dire que ceux qui vont être dans des premières expérimentations, les plus anciens, ils vont vraiment les accompagner dans les usages pour qu'ils ne prennent pas trop de risques.
Donc, à l'issue de ce diagnostic, on s'est dit que ce serait quand même bien qu'on puisse réaliser, nous, des actions d'information et de sensibilisation liées à la promotion de la santé, à la prévention, adressées aux professionnels qui interviennent dans les stations de ski. Donc, pour ça, on a ciblé plusieurs objectifs. Un, ça allait être de travailler sur les représentations des consommations. De rappeler la réglementation sur les consommations et la législation du travail. 3, de pouvoir échanger sur les pratiques et travailler sur leur positionnement. Quel discours adopter, quelle attitude, rappeler qu'est-ce qui était le cadre professionnel. Et ensuite, donner les moyens aux personnes de pouvoir réduire les risques dans leurs pratiques. C'est comment on va pouvoir les accompagner dans leur prise de risque. Donc du coup, les actions qu'on a imaginées, en fait, l'idée c'était de pouvoir faire évoluer les représentations des professionnels sur ces consommations, de pouvoir susciter la réflexion chez eux sur leur positionnement professionnel concernant la consommation de produits, d'interroger les saisonniers sur les attitudes à adopter face à un collègue qui présente des conduites à risque. C'est aussi comment, à un moment donné, on peut arriver à les responsabiliser. Aussi les informer sur le repérage des personnes ressources et des structures d'aide ou de soins spécialisés, puisqu'au final, on est quand même pas mal de structures à être pas très loin, mais on n'est pas du tout visible pour eux ni accessible. Donc c'est comment nous, à un moment donné, on va pouvoir aussi se rendre visible et aller vers eux pour pouvoir être repérés. Ensuite, c'est de constituer avec les professionnels des stations de ski un groupe relais de prévention permettant de réfléchir aux attitudes à adopter face à un collègue en difficulté. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu dans les premières expériences pilotes qu'on a menées, c'est que pour avoir accès à ce public-là, il faut forcément avoir un relais dans la communauté pour pouvoir imaginer, développer quelque chose avec eux. Et enfin, bien sûr, comment on va pouvoir distribuer du matériel de réduction des risques pour qu'ils puissent avoir accès assez facilement et pouvoir consommer propre sans prendre trop de risques. Donc, de la même façon, l'idée, ça va être de co-construire le projet avec les personnes directement. Donc, tout notre premier travail, là, ça va être de déterminer avec la station de ski concernée quelle démarche de prévention elle souhaite développer, parce que selon les stations, on va avoir accès à plus ou moins de moyens pour pouvoir développer des actions qui ont un impact. Donc, tout notre premier travail, ça va être d'arriver à définir quel public va être visé par l'action. Donc, est-ce qu'on va viser tous les salariés qui travaillent dans les stations? Est-ce qu'on va plutôt travailler avec une partie des salariés, par exemple les techniciens des remontées mécaniques? Ou est-ce que plutôt on va créer un groupe de prévention qui sera relais d'informations auprès de l'ensemble des collègues? Ou est-ce qu'on va travailler qu'auprès des managers et ensuite ce seront eux qui vont impulser la démarche de prévention? Donc ça, c'est le premier gros travail qu'on réalise avec eux. Ensuite, on détermine quelles sont les actions qui sont déjà menées, parce qu'il existait quand même quelques actions qui avaient été menées par notamment les services de santé au travail. Donc on a pu récupérer les résultats de toutes ces actions-là et puis arriver à en déterminer quels ont été les points forts et les points faibles pour pouvoir adapter, nous, de futures actions. Ensuite, il a fallu qu'on prenne en compte le contexte local et notamment les acteurs institutionnels et associatifs concernés et ceux qui veulent bien se mobiliser dans cette démarche de prévention et de réduction des risques. Et enfin, les priorités de santé publique en fonction des plans nationaux, des orientations régionales en santé publique et des plans locaux de santé, comment on allait pouvoir créer une synergie entre ces différentes commandes et les besoins repérés sur les stations qu'on a identifiées. Donc, à l'issue de l'analyse de tout ce contexte, c'est comment on arrive à définir quelles sont les problématiques et les priorités
que l'on va cibler pour l'action et quels sont du coup les objectifs qu'on va viser. Donc notre démarche d'intervention, elle va s'inscrire dans une démarche globale, durable, évaluative. Elle est basée sur des méthodologies reconnues, validées, dans un objectif constant de qualité. Elle est menée par des professionnels formés qui utilisent des outils validés. Donc les objectifs, ça va être renforcer les compétences individuelles et collectives des personnes pour qu'elles puissent faire des choix favorables à leur santé et qu'elles puissent les mettre en œuvre dans le respect de tous et l'identité de chacun. Ensuite, ça va être accompagner la mise en œuvre de ces choix et aider les personnes à assumer les changements que ça va impliquer dans leur positionnement. Ensuite, on va prévenir en matière de consommation de substances psychoactives le passage de l'usage à risque, à l'usage nocif, voire à la dépendance. Un autre de nos objectifs, c'est comment on réduit les dommages liés à la consommation de substances et aux conduites à risque. Ensuite, il va être question de responsabiliser les publics au niveau collectif et individuel. Et enfin, notre travail aussi, c'est de favoriser le repérage précoce et l'accès à l'accompagnement et aux soins. Donc les modalités d'intervention qu'on a choisies, elles sont différentes. D'abord, ça va être en utilisant la sensibilisation, l'information et les groupes d'échange par le développement des compétences psychosociales dans une démarche d'éducation et de promotion de la santé. On est vraiment dans la même dynamique que les expériences qu'on vous a présentées auparavant auprès des jeunes. Ensuite, c'est la prévention des risques et des dommages. Et enfin, la formation des personnes relais. Donc, je vous cite juste les concepts références sur lesquels on s'appuie pour mener ces actions-là. Donc, l'éducation pour la santé, on l'a déjà cité avec la définition de l'OMS sur la santé globale. La promotion de la santé, les compétences psychosociales, les inégalités sociales de santé et l'iniquité en santé. On s'appuie également sur l'équité en santé avec la définition de l'INPES. On s'appuie également sur l'empowerment, sur la prévention par les pairs, sur la prévention des risques et la réduction des dommages. Et du coup, de façon très concrète, comment on travaille auprès de ces publics-là. Donc, il y a une première prise de contact avec les acteurs locaux des stations, donc les équipes de direction des stations, les directions des régies, les élus, les professionnels de santé des vallées, les professionnels de l'hôtellerie, de restauration, les professionnels du tourisme, les professionnels du loisir. Avec eux, en fait, on élabore un diagnostic partagé. Et notamment, on a passé une année là à faire passer des questionnaires à l'ensemble des acteurs de ces territoires, qui nous a permis de réaliser un état des lieux des usages et des pratiques addictives, dont vous avez eu un petit aperçu dans le début de ma présentation. Donc ensuite, on a développé des sensibilisations des professionnels en milieu de travail. Voilà, donc ce sont des actions qui sont formalisées par une convention. C'est des séances qui ont lieu par groupe de 15 personnes maximum. Donc ça peut être soit auprès des managers. Donc là, on propose un module de 3 heures qui aborde les notions d'addictologie, le lien entre addiction et travail avec toute une partie basée sur les travaux de Gladys Lutz. On rappelle le contexte réglementaire et ensuite il y a toute une partie très concrète sur comment on fait pour développer un modèle de démarche de prévention en entreprise, une prévention des conduites addictives en milieu de travail. Et enfin, on présente l'ensemble des partenaires qui peuvent les accompagner dans cette démarche-là.
Et ensuite, on propose également des sensibilisations auprès des salariés. Donc là, c'est plutôt un modèle d'1 heure par groupe de 10 personnes. Et de la même façon, on va aborder les questions d'addictologie, le lien entre les conduites addictives et le milieu de travail. Et on présente aussi les partenaires qui peuvent les accompagner. Alors, ces modules de sensibilisation, ce sont vraiment des lieux d'échange. On n'est pas là pour faire une conférence ou donner de l'information pure. C'est vraiment un lieu d'échange qui nous permet d'amener les personnes à réfléchir à ce qui se passe pour eux et autour d'eux. Et en quoi cette consommation elle est problématique ou pas sur leur lieu de travail. Donc là, on vous a détaillé les techniques de communication et d'écoute qui nous permettent de donner lieu à cet échange. Et donc, pour vous donner une idée d'autres actions qu'on mène aussi sur ces espaces-là, vu que quand même le constat qu'on a fait, c'est qu'ils n'avaient pas accès au matériel de réduction des risques, et c'est ce qui nous a quand même un petit peu préoccupé d'abord très fort, on s'est demandé comment on pouvait avoir accès à eux ou leur en distribuer de façon, on va dire, informelle, puisque c'est un petit peu le modèle qui nous ont fait remonter. Donc on a décidé d'intervenir sur les espaces festifs des stations pour pouvoir réduire les risques et les dommages en lien avec leurs pratiques festives, mais pas que, puisque c'est aussi un moyen pour nous de leur donner accès au matériel. Donc on intervient sur certaines soirées. Et on est là, on tient un stand, et donc on est là pour donner de l'information objective sur les effets des produits, les pratiques sexuelles, le son, etc. On est là pour diffuser les conseils pratiques de prévention, pour leur mettre à disposition du matériel. Et pour les accompagner, on est aussi là, à un moment donné, comme un lieu d'écoute, de relation d'aide et de réassurance pour ceux pour qui ça se passe un petit peu moins bien. Et aussi pour pouvoir les orienter. C'est aussi à un moment donné pour nous une façon de se rendre visible, d'arriver à créer un petit peu de lien avec eux pour une orientation éventuelle vers notre XAPA ensuite. Donc pour conclure la façon dont on évalue le projet, de la même façon que tout à l'heure, on va établir des critères quantitatifs et qualitatif au moment de la rédaction du projet en lien avec les objectifs qu'on s'est fixés. De la même façon, on va recueillir les besoins des personnes en début d'intervention. Il y aura toujours un échange avec eux à la fin de chacune des séances. Et puis, à la suite de ce recueil à l'oral, on leur demande de nous remplir un petit questionnaire d'évaluation écrite. Et à l'issue du recueil de toutes ces informations, nous, on va rédiger un bilan qu'on présentera aux directions des stations de ski, et puis ensuite qu'on diffuse à nos financeurs, Agence régionale de santé et Interreg POCTEFA. Voilà. Je vous remercie. On échange ? Merci Laurence. Alors, juste un petit mot quand même sur ce travail de l'ANPA. Moi, ce que je tiens à souligner, c'est la qualité en fait de ce travail dans cette démarche de projet. Finalement, vous avez fait un travail d'ingénierie de projet et un travail qui n'avait, je crois, jamais été fait sur la zone des stations de ski des Pyrénées. Ce diagnostic que vous avez collecté est vraiment impressionnant. On se demandait, quand on a démarré le projet, quand on a lancé les idées, d'aller travailler auprès de ce public, des saisonniers, comment est-ce qu'on allait faire, comment est-ce qu'on allait faire un diagnostic là-dessus. Et vous avez su le faire de façon très qualitative. Et merci à vous.
tous les cas, c'était très riche et très intéressant de voir comment vous vous y êtes pris pour réaliser toutes ces actions et comment faire en sorte de toujours s'approprier avec les usagers ce travail de prévention. Alors, il y a un autre volet dans le projet prévention OH, c'est l'aspect festif. Alors, tu l'as décrit en partie dans les actions qui vont être menées de réduction des risques auprès du public saisonnier dans les stations de ski. Ce qu'on avait imaginé surtout, c'était d'abord de produire un projet où on réfléchit avant d'agir. Et donc pour cela, on a mis en place une méthodologie d'action. Alors, ces méthodologies qui ont été créées par l'ensemble des partenaires incluent également le milieu festif, mais il n'y a pas eu que cette méthodologie-là, puisqu'on a fait aussi une méthodologie pour les actions vers les pairs, et on a fait une autre méthodologie. C'était sur... c'est celle que vous êtes en cours avec le diagnostic sur les stations de ski. Donc ces différentes méthodologies nous permettent d'être d'accord, de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va agir. Donc ça, tu as quand même décrit une bonne partie de la méthodologie dans ton intervention. Et ensuite, l'idée, c'est d'intervenir auprès du milieu festif. Alors, moi, je ne vais pas m'étaler sur cette présentation au niveau du milieu festif parce que tout le monde connaît les actions de réduction des risques que l'on mène en général dans les milieux festifs. Et nous, sur le projet POC-TEFA et donc Drojnet avant, et même encore avant, transfrontalier que l'on faisait entre le Pays Basque nord et sud, on développe des actions de réduction des risques en milieu festif depuis 2002. L'idée, c'est d'être en partenariat étroite avec les acteurs de terrain. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en place et qu'on va mettre en place dans ce projet. Il est 16h. Est-ce que vous vouliez rajouter des choses? Non. On est dans le timing. Bravo. Merci, Laurence, pour ce travail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon. Merci.